Quand on est spécialiste de Proust, on en vient à la zoopoétique via Proust et à travers Proust, j'allais dire. En fait, j'avais travaillé dans les années 90, au siècle dernier, sur Proust et le monde sensible, pour essayer de montrer l'importance du corps, du rapport entre l'écriture et le corps, et du rapport entre l'écriture et le monde sensible chez Proust. Et puis, donc de façon assez logique, j'en suis venue à la question, à travers le corps humain qui s'écrit, j'en suis venue à la question des métamorphoses, hein, qui sont notre lot à tous et à toutes, ne serait-ce que quand on rêve, par exemple. Et puis, j'en suis venue à la question des animaux chez Proust et de leur étrange présence, puisque c'est une présence absentée un petit peu, c'est-à-dire que on ne s'aperçoit pas à la première lecture d'À la recherche du temps perdu qu'il y a énormément d'animaux dans son œuvre et des animaux particuliers, j'allais dire. C'est en parallèle de mon étude de Proust que je me suis intéressée à la question animale en littérature à travers d'autres auteurs, certains qui apparaissent beaucoup dans le livre, comme Giono, et puis d'autres qui n'apparaissent pas ou indirectement, par exemple comme Albert Cohen ou Romain Gary. Et il était donc du coup, il y a eu beaucoup de croisements finalement. Et je me suis rendu compte progressivement, à travers un projet de recherche que j'ai déposé au CNRS, pour entrer au CNRS, que les animaux étaient en permanence soit cachés entre les lignes de nos livres et de nos bibliothèques et les rayonnages de nos bibliothèques, soit cachés dans les marges de notre culture, beaucoup moins univoque qu'on ne le croit. Et puis surtout, il y avait plein de façons d'apparaître pour les animaux en littérature. Il y avait une présence massive chez certains auteurs, comme chez Colette, par exemple, où les animaux sont évidemment légion, comme chez Maurice Genevoix. Et puis, il y avait des façons d'apparaître beaucoup plus discrètes et beaucoup plus ponctuelles. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. M'intéressait même les œuvres, finalement, où il n'y avait pas du tout d'animaux, parce que c'est quelque chose sur lequel c'est une chose sur laquelle on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'un monde sans animal et qu'est-ce qu'un monde littéraire ou fantasmatique sans animal? Je dirais que parce que les animaux ont des modes d'être extrêmement diversifiés les uns des autres et qu'ils vivent souvent, pas toujours, mais souvent dans les interstices de notre monde, parce que nous avons envahi ce monde, ou parce que nos mentales ne sont pas encore tout à fait prêts pour accueillir l'ensemble de l'arche de Noé, j'allais dire. Il me semble qu'en termes intellectuels et en termes oniriques, les animaux sont effectivement un objet, et je les mets au pluriel, tu vois, plutôt que de dire l'animal ou l'animalité. Les animaux sont un ou des objets particulièrement intéressants sur lesquels se pencher quand on vit dans l'entre-deux culturel, dans l'entre-deux psychique, dans la sensation qu'il n'y a pas d'un côté, par exemple, le monde sensible et de l'autre côté le langage, d'un côté les animaux et de l'autre côté l'humain. Euh, et donc, effectivement, je dirais que ce sont comment dire, des sortes de médiateurs et de passeurs pour nous faire entrer autrement dans le monde de la littérature et dans le monde intellectuel en général. Et donc ça, c'est une première chose. Mais je dirais, mon intérêt pour les animaux en littérature, c'était aussi d'essayer d'examiner dans quelle mesure la littérature peut nous parler d'animaux réels. C'est-à-dire que l'objectif, c'était non pas simplement de dire que les animaux dans la littérature, ce sont des êtres de papier, des personnages fictifs, mais je voulais essayer d'examiner comment les écrivains et les écrivaines peuvent rendre compte de modes d'être qui sont radicalement différents des nôtres ou parfois très proches des nôtres. Et donc c'est un petit peu en oscillant entre l'animal comme passeur pour m'aider à reconsidérer la pensée d'une part et d'autre part les animaux comme des êtres réels dont la littérature et l'écriture
peuvent rendre compte. C'est sur cet entre-deux-là aussi que je me suis, que j'ai oscillé et que j'ai vacillé, j'allais dire. Voilà. Il y avait, bon déjà le désir chez moi de retourner dans toute une tradition de l'Occident, l'Occident qui n'est pas oxydé, qui n'est pas rouillé, une tradition qui intègre les animaux dans son alphabet, qui intègre les animaux dans ses préoccupations, que ce soit, je ne sais pas, Saint François d'Assise, que ce soit Montaigne. On a toute une tradition depuis très très longtemps de penseurs et de penseuses, mais aussi de poètes qui font la part belle aux animaux, y compris à partir de l'ère moderne et du XVIIe siècle. Et puis, il était évident qu'on est dans une situation aujourd'hui extrêmement problématique, hein. Moi, je suis rentrée au CNRS en me disant que j'allais travailler sur la question animale parce que j'avais envie de travailler, comme le dit le titre d'une des parties, sur le vif, sur la vivacité, sur l'intensité, les rythmes animaux, les tempos, les allures. Donc, euh, moi, ce qui me fascinait, c'était des façons d'être différentes des nôtres qui se définissent non pas comme des images, mais comme des rythmes, comme des allures. Très souvent, un animal, quand on le voit, il est déjà passé, j'allais dire. Ou alors, quand on le voit, il est tellement surprésent par sa, la béatitude, par exemple, d'un animal qui dort dans un jardin ou sur un balcon. Là, je vois ton chat derrière toi qui est en train de dormir, qui est extrêmement présent, peut-être pas plus ni pas moins d'ailleurs que l'éléphant qui est au-dessus de moi. Hein, ils font partie tous deux de nos mondes et nous faisons partie du leur. Mais en tout cas, il était certain qu'il y avait d'abord cette idée que j'avais envie de travailler sur le dynamisme et le surgissement animal. Et puis peu à peu, je dirais que le politique est revenu en force, mais très rapidement, même pas par la fenêtre, mais par la grande porte de mon psychisme. Et que ce sont les écrivains et les écrivaines qui, comme Olivia Rosenthal, comme Isabelle Sorante, comme Sylvain Tesson, comme Yves Bichet, etc., qui sont des auteurs et des autrices qui travaillent sur l'agroalimentaire, en littérature, sur les représentations des abattoirs, etc. Voilà, le politique est revenu et ça a donné la troisième partie qui s'appelle Avif. Le politique actuel, mais aussi, ne l'oublions pas, toute l'histoire avec sa grande hache dont nous parle Pérec, hein, avec tous ces désastres, notamment au XXe siècle, mais pas seulement, qu'ont été la boucherie de 14, les camps d'extermination, les colonisations. Et les animaux, en littérature, accompagnent en permanence ces désastres-là. C'est-à-dire que de même que les animaux ont une histoire, pour reprendre la formule de Robert Delors, qui est un historien, eh bien, il crée des histoires à l'intérieur de la grande histoire avec nous. On les partage. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des confusions de destin, même si ça peut arriver, mais j'ai été très, très frappée de voir à quel point, par exemple, dans certains récits sur la Shoah, que ce soit, et notamment la Shoah par balle, on retrouvait, par exemple, le chien de façon récurrente dans cette histoire-là. Et donc, je me suis un peu posé la question de me dire, mais que viennent faire les animaux dans des histoires qui retournent l'humain à un tel point que l'humain même, hein, l'idée même d'humain disparaît. Et bien, comme dirait Lévinas avec le chien Bobby qui vient visiter ceux qui sont dans un camp de rétention en Allemagne et qui ne sont plus considérés par des humains, par les Allemands qui les gardent. Ce chien Bobby est considéré par Emmanuel Lévinas comme le dernier Kantien de l'Allemagne nazie. Et donc, c'est très intéressant de voir que en philosophie comme en littérature, très souvent, celles qui nous donnent accès à nouveau à l'humanité, celles qui ne nous déshumanisent pas, eh bien, ce sont les bêtes. Et j'emploie ce terme à dessein, les bêtes, en pensant à Élisabeth de Fontenay, bien sûr, cette immense philosophe
qui m'a ouvert la porte de l'arche philosophique, j'allais dire, avec son très grand livre paru, je crois en 1999, donc à la fin du siècle dernier, Le silence des bêtes. Je te remercie beaucoup de cette question parce qu'elle permet de mettre un peu en perspective effectivement une évolution sur, un peu plus de 20 ans. Il est clair que, hem repérer les animaux en littérature ou travailler sur les animaux en littérature, c'était absolument pas légitime, au tournant du siècle, c'est-à-dire, entre 1999 et 2000, voilà. Et puis, il y avait déjà des gens qui le faisaient à titre, individuel, hein, je pense bien sûr à Jean-Christophe Bailly qui a été fondamental pour moi, bon, j'ai parlé d'Élisabeth de Fontenay, côté philosophie, mais elle était évidemment axée sur la littérature. Il y avait aussi Lucille Déblache qui travaillait, sur la plume des bêtes, comme elle appelait ça. Mais en termes collectifs, il n'y avait rien. Et Proust a été pour moi une manière de faire entrer les études animales littéraires dans l'académie. Tu parlais du grand public, mais je pense qu'on peut déjà se dire que euh, la question animale était absolument pas abordée dans des séminaires, dans des masters, dans des thèses, etc. Elle n'était pas en littérature dans les années 2000. Hein. Donc, ma stratégie, je dirais, avec d'autres collègues, notamment de l'Université Sorbonne Nouvelle et puis d'autres universités à l'étranger, ça a été de, par-delà je dirais, des contributions de ma part sur des auteurs plus ou moins mineurs, plus ou moins morts, j'allais dire, parce que c'est souvent c'est Marie Darrieussecq qui dit pour être un grand écrivain en France, il faut être un homme, il faut être blanc, il faut être mort. Voilà, donc le fait de travailler sur des autrices, par exemple, qui étaient contemporaines, c'était déjà quelque chose en soi. Donc, par-delà ces contributions, il y avait la volonté de monter collectivement des programmes de recherche. Ça a été Animal Littérature d'abord à la Sorbonne Nouvelle et ensuite le programme soutenu par l'Agence nationale de la recherche animaux, ANIMOTS, qui ont permis de, par des colloques, parfois des très gros congrès, par exemple aux États-Unis, ou par des collectifs, de faire entrer l'animalité, je dirais, à l'académie. Voilà. Et ça, je pense que c'était très important parce que maintenant, je vois que environ, je dirais, depuis 2015 par là, donc les étudiants et les étudiantes commencent à faire soit des masters, soit des thèses hein, sur ces sujets-là. C'était pas du tout évident de leur faire de la place avant cette période-là. Et donc, j'ai trouvé qu'il était très important que l'Agence nationale de la recherche et donc que le Centre national de la recherche scientifique aussi euh, accueille, accueille ces étudiants et donne un espace symbolique. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de zoopoétique à la suite de Derrida, parce que on en parlera tout à l'heure peut-être de l'étymologie de ce terme, mais ça sonne grec, zoion, poiein, ça fait très sérieux. Voilà, un programme qui reprenait animaux, A-N-I-M-O-T-S, à partir d'un philosophe, ça faisait aussi sérieux. Et c'est important, ce sont des stratégies qu'on doit mettre en place, moi, à mon avis, en tant que chercheur et chercheuse, se dire, il y a des moments où on doit un peu jouer le jeu et se dire ce qui est important, quel que soit le nom qu'on donne à ce type d'études, c'est de faire entrer l'écologie politique, sociale en littérature à l'intérieur des, à l'intérieur de l'académie, c'est-à-dire là où se crée le symbolique et où est légitimé le symbolique. Et d'ailleurs maintenant, effectivement, je crois qu'aussi on a été très aidés. C'est pas simplement qu'on était volontaire avec ses collègues, hein, c'est que simplement on a été aidés par le public et cette fois le grand public le lectorat, les citoyens, les citoyennes, parce que c'est devenu des questions tellement importantes aujourd'hui qu'il est hors de question, il serait hors de question que l'École des hautes études en sciences sociales, que le Centre national de la recherche scientifique, etc., ne s'en mêlent pas, j'allais dire. Voilà.
Alors c'était beaucoup plus, ça existait déjà dans d'autres disciplines, hein, que ce soit en philosophie, on pourra en reparler, en anthropologie et cetera. Mais en études littéraires, en tout cas en France et en Europe, c'est vraiment dans les années 2010 que toutes ces questions-là ont pu émerger, et être légitimes. Je crois que c'est vraiment, fondamental, cette idée que, la zoopoétique n'est pas un précaré, surtout pas, certainement pas carré. Et quand on a monté, avec les collègues ce programme, animaux, on avait besoin effectivement d'un carnet de veille et de recherche qui s'est donc appelé le carnet animaux. Et puis quand en 2014 ça s'est terminé, fait que je l'ai appelé carnet zoopoétique. Et puis, on s'est dit que c'était intéressant de travailler avec, d'autres personnes. Donc il y a des jeunes, hein, que ce soit des jeunes en master, hein, ou des jeunes, qui étaient doctorants ou doctorantes à l'époque, qui sont maintenant des jeunes docteurs, qui nous ont rejoints, qui travaillent sur ce carnet et qui sont, très efficaces. Il y avait aussi la volonté de ne pas se cantonner, dans l'entre-soi des chercheurs et des chercheuses confirmées, hein. Donc c'était important non seulement d'intégrer des jeunes, parce qu'ils ont parfois voilà, des corpus, des façons d'aborder les choses, politiques notamment, qui ne sont pas, forcément les miennes, et c'est très bien comme ça. Il y avait aussi la volonté d'intégrer, heu, des gens qui venaient d'autre part que de la littérature. Par exemple, Vincent Lecomte sur le carnet, vient, de l'art. On a aussi, hem, Lise Charles, hein, qui travaille, en art, et donc on a pu élargir, notre projet littéraire de repérage de tout ce qui concerne, l'apparition des animaux, en littérature aujourd'hui, à travers des parutions, des romans, des colloques et cetera, au cinéma, aux arts, plastiques. Donc ça, c'était très important. Et il y avait autre chose aussi, et ça, je dirais, c'est Marion Dupuis, qui est chargée de médiation scientifique au CNRS et à l'EHESS, qui représente ça, au sein du carnet. C'était l'idée que on veut absolument, créer des ponts entre la recherche dite fondamentale, parce que c'est peut être étrange, mais les chercheurs et les chercheuses en littérature, il y a des protocoles, et des façons d'écrire qui sont parfois compliquées à comprendre, pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Et c'est pas du tout que j'aime particulièrement le jargon, c'est que simplement dans toute discipline, que ce soit, mais dans tout artisanat aussi, hein. Tu prends un maçon, tu prends une boulangère, tu prends, je sais pas, un spécialiste d'astrophysique, chacun va avoir son vocabulaire, sinon on s'en sort pas. Si chaque fois qu'on doit dire un mot, on doit dire 3 phrases en même temps. Et donc, pour pallier l'hyperspécialisation parfois, de nos travaux, je pense, par exemple, les gens qui travaillent en stylistique ou en linguistique, ils emploient des mots complexes et tout. Eh bien, on a en parallèle, des onglets, avec sur les médias, les productions multimédia, par exemple, ou des contributions en ligne grand public, qui permettent à tout le monde de s'y retrouver, un petit peu. Et ça, c'était très important. Une de celles qui nous a énormément aidés là, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, sur le carnet, avec la chargée de médiation scientifique dont je parlais tout à l'heure, Marion Dupuis, c'est Lisa Frankel, qui est en première année de master à l'ENS de Lyon, et puis, qui a fait un stage, à Animaux, voilà, et qui a fait un travail, fantastique. Et là, on est en train justement de le refondre en collectif. Alors, c'est pas toujours évident avec les Zooms et la pandémie, et on avance trop lentement souvent à cause de moi qui n'ai pas assez de temps à consacrer à tout cela. Mais notion pivot, c'est intéressant que tu emploies ça, hein, puisque effectivement, si on pense à un arc, à une arche, c'est ce qui fait le pont en français. Donc, c'est très beau le français, parce qu'on a un seul mot pour des mots qui, en hébreu ou en grec, sont des mots différents, et qui, même en anglais contemporain, par exemple, sont des mots différents. Donc, nous, on va avoir l'arche de Noé, l'arc-en-ciel, l'arche qui fait le lien, qui se disent en un seul mot, j'allais dire, hein.
Et ça, je trouve ça, assez extraordinaire, cette espèce de télescopage, de notions différentes dans d'autres langues. Heu, Moi, ce qui a été un déclic, pour moi, je dirais, il y en a eu 2. Tout d'abord, l'idée que la pensée, la littérature devait se faire une arche accueillante à une autre arche réelle qui existe et qui est le monde, qui est la planète, avec, tous ces animaux, qui sont peut-être plutôt au stade du chaos, prédéluvien, qu'au stade du salut et du sauvetage, sur l'arche. Déjà, il y avait l'idée, qu'il fallait essayer d'aller voir un petit peu ce que la littérature pouvait dire, pouvait faire pour eux et avec eux, et c'est pas évident du tout, les pouvoirs de la littérature. On pourra peut-être en revenir, ou les impuissances de la littérature. Et puis, il y avait l'idée qu'on a un grand récit en Occident qui est le récit biblique, qu'on accuse de tous les maux, pas du tout à tort, pour bien des raisons. Mais ce serait, dommage de le réduire à ce que les humains ou certains humains en ont fait, parce que ce grand récit, il nous vient de au moins 3 000 ans, si c'est pas évidemment plus. Heu et il nous parle d'un état du monde dans la Mésopotamie antique où les animaux étaient en profusion, en abondance. Éden, par exemple, l'Éden, hein, la racine d'Éhen comme ça, c'est la racine de l'abondance. Il était important pour moi de ne pas cantonner, le récit, de l'arche de Noé, le récit biblique en général, à ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est-à-dire, un récit, toxique, hein, et c'est devenu tellement toxique, tellement une opinion répandue que ce récit serait, malfaisant en soi, alors c'est ce qu'on en fait évidemment qui est malfaisant, que, j'ai essayé de travailler un petit peu, sur, cette question de l'arche de Noé, dans la Genèse. Et ce qui a été extraordinaire pour moi, ça a été en fait le déclic, ça a été une phrase de Marc-Alain Waknin, je crois que c'est dans Zeugma qu'il écrit ça, où il, il explique que le mot, teva, à partir d'autres commentateurs comme Isaiah Horowitz et le Baal Shem Tov, il explique que le mot teva, qui veut dire arche, en hébreu, hein, Tevat Noar, l'arche de Noé, c'est un mot qui veut dire, le coffre, qui veut dire la caisse, qui veut dire le berceau. C'est aussi le berceau de Moïse, hein, quand il est sauvé. Mais c'est aussi un mot qui veut dire le mot. Donc ça, c'était extraordinaire pour moi, hein, de me dire que l'arche de Noé, c'était un mot. Alors, quel mot? Ça, il faut savoir. Mais il y a plus, hein. Il y a, que les commentateurs, talmudistes, quand ils ont étudié, la question de l'arche de Noé, ils se sont rendus compte que les mesures qu'on nous donne de l'arche dans la Bible, sa hauteur, sa largeur et sa longueur, eh bien, elles correspondent à des lettres. Or, à 3 lettres, puisqu'il y a la largeur, la hauteur et la longueur. Et ces 3 lettres, ça crée un mot. Ça crée un mot qui est le mot lachon. Or, en hébreu, le mot lachon veut dire langage. Et donc, cette arche a les mesures de la langue, et ça, je reprends aussi cette idée au Baal Shem Tov et à Marc-Alain Waknin qui me l'avait suggéré. Et c'était pour moi extraordinaire de me dire que si on oublie qu'avec les mots, on construit du politique, on construit ou non du salut, on construit des codes civils, on construit des codes pénals, on construit des définitions de ce qui peut être sujet de droit ou de ce qui ne peut pas l'être. Si on oublie que les mots et le langage, c'est pas simplement la littérature, mais c'est l'ensemble de notre monde, et que le langage est intriqué en permanence dans le politique et dans notre rapport sensible aux animaux, eh bien, il me semble qu'on perd quelque chose. Moi, je suis pas du tout prête à perdre les grands récits qui nous habitent, d'accord, en se disant que ces grands récits nous mènent à la catastrophe. C'est peut-être aussi en réinterprétant ces grands récits, plutôt que de les barrer d'un grand trait ou en les oubliant dans une amnésie qui est toujours terrible, parce que chaque fois qu'on fait l'amnésie sur l'histoire, sous prétexte qu'elle peut avoir des pans négatifs comme des pans positifs, elle fait toujours retour. Et il faut affronter le négatif, et il faut essayer de voir, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce négatif, et surtout essayer de lire autrement les textes qu'on a cru devoir enfermer les animaux dans un zoo au lieu de leur laisser la voie libre dans la jungle ou dans le monde, pour penser autrement et pour politiser autrement. Donc les animaux, pour moi, ce sont aussi des auxiliaires
du politique en réalité. C'est pas seulement que je voudrais que le politique humain aille vers eux, c'est qu'ils nous aident à rêver et donc à politiser autrement. Voilà. Et moi, je pense que c'est fondamental de se dire qu'on ne peut pas faire une écologie qui soit uniquement une écologie, je dirais, technocratique, bétonnée, où on verdoie des façades, où on met des éoliennes en fracassant la montagne, etc. Je pense qu'on doit aussi se dire qu'il y a il y a un ensemble de vivants dans le monde qui ont des choses à nous dire pour nous expliquer comment, de leur point de vue à eux, qu'ils soient des arbres, qu'ils soient des rivières, qu'ils soient des animaux, on peut politiser autrement et traiter autrement ce grand jardin ou cette grande jungle qui est désormais sous notre responsabilité, qu'on le veuille ou non. Pense réellement qu'il y a eu voilà, on a fait des études animales littéraires et il y a des études animales littéraires actuellement en France, en Europe, et puis de façon très différente. C'est pour ça que je ne veux pas trop aborder le sujet parce que ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui dans le monde nord-américain et le monde anglo-saxon, avec les animal studies, etc. Et souvent, ce sont des analyses thématiques qui envisagent l'animal comme un personnage, par exemple. Et c'est très intéressant, évidemment, de se dire, tiens, voilà, il y a des personnages d'animaux, il y a des représentations dans les ouvrages. Si, le corps animal m'intéressait, évidemment. Mais ce qui m'intéressait dans le corps animal, c'était sa manière de se mouvoir, puisque hein, y a l'idée qu'un animal, il est animé. Et être animé, c'est être en mouvement. Et donc, je me disais que la littérature, elle a cette capacité par sa syntaxe, par sa grammaire, par des jeux de rythme, par des jeux d'intensité, de répétition, de différentialité à l'intérieur d'une même phrase, par des mots qui vont être anagrammatisés, c'est-à-dire dont les voyelles vont être et les lettres vont être retournées, etc. Eh bien, il y avait la capacité linguistique de rendre compte de modes d'êtres animaux. C'est-à-dire que loin que le langage soit, en tout cas pour moi, séparé du sensible, séparé de l'animalité, séparé de notre propre animalité, hein. Je dis toujours, hein, on n'a pas là d'un coup le langage dans notre tête. D'ailleurs, moi j'ai un éléphant, heureusement, c'est l'éléphant fabriqué par mon arrière-grand-père, sculpté par mon arrière-grand-père, qui est mon émanation. Et puis en dessous, on aurait le bas corporel, le pulsionnel, le sexuel, le ténébreux, voilà, et ce serait le monde sauvage en quelque sorte, animal de l'humain. Alors c'est comme si j'étais une femme tronc, c'est comme si j'étais une espèce de centauresse avec, je dirais, un corps animal et un esprit humain. Je ne crois pas du tout que ce soit comme ça qu'on puisse aborder les choses. Je pense que et là, Elisabeth a vraiment raison, Elisabeth Place, de dire que le langage est central dans la zoopoétique telle que je l'entends, dans les études animales telles que je l'entends, à savoir que pour moi, on est traversé par le langage en permanence, c'est-à-dire que notre corps sécrète, et là, tu vois, je te fais des mouvements de main comme si je te donnais mon cœur depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est-à-dire que tout, tout mon souffle en ce moment est en train de monter pour pouvoir sortir et aller vers cet écran ou cet énorme œil de cyclope qui est devant moi et tout peuplé en même temps. Et ce langage, il est donc jamais désincarné. Même quand on écrit sur un clavier d'ordinateur, on utilise ses doigts, on tape sur des lettres qui sont des A, des B, des C, etc. Et qui étaient, il y a 3000, 4000 ans, etc., dans les alphabets proto-sinaïtiques, dans les alphabets phéniciens, etc., voire si on remonte à l'Égypte antique, qui étaient des idéogrammes. Eh bien, toutes ces lettres, elles sont elles-mêmes animales, hein. Le A, Aleph, était une tête de taureau. Le Beit est une maison qui peut recéler un ensemble de vivants. Le G, le Guimel, le Gamal, etc., c'est un chameau. Le Noun, c'est un serpent d'eau. Et on a plein d'éléments. On a des éléments du corps qui sont juste là devant mon clavier. Incroyable. Et donc, je jongle avec le monde en permanence quand j'écris. Et je crois que les humains, nous avons oublié à quel point non seulement l'écriture est animale au sens où nous écrivons avec des lettres qui un jour furent des images de corps humanimal ou humanimaux, de corps animaux, d'éléments, hein, le même, hein, le
M, ce sont les vagues de la mer. Alors que diraient évidemment les gens qui travaillent sur l'écriture chinoise, par exemple, hein, avec le wen, qui est une patte, la trace d'une patte d'oiseau, d'accord, et qui a donné l'écriture, la littérature. Donc, dans toutes les écritures, on va retrouver cette origine animale, des signes et des traces qui nous permettent d'écrire, mais surtout nous-mêmes en tant qu'humains, et même quand on est, je dirais, au plus abstrait, au plus figural, au plus stylistique du langage humain, eh bien, ça se fait à travers un corps. Voilà. Et ça, là-dessus, je suis sartrienne. Je pense à Jean-Christophe Cavalin qui parle aussi de Sartre et de la situation. Euh, Là-dessus, je pense on ne peut pas dépasser ça, à savoir, on n'est pas des êtres abstraits. Nous sommes des êtres sensibles, dotés d'un corps, d'une fragilité inouïe, qu'un organisme à moitié vivant, un peu bizarre comme un virus, peut à ce point-là contrer, qui pourrait m'empêcher de parler. Donc, voilà, il y avait cette idée que l'écriture, elle est née des images d'animaux, dans un temps immémorial dont nous avons une trace incroyable aujourd'hui, qui est le récit biblique, plus évidemment tous les récits mésopotamiens comme l'épopée de Gilgamesh, l'épopée d'Atrahasis, où là aussi il y a des déluges, il y a des arches qui sont passionnantes et qui sont complètement différentes sous leur ressemblance de l'arche de Noé. Notre corps est animal, et puis surtout, il y a cette idée que la lecture elle-même, ce serait quelque chose d'animal. Là, il y a deux façons d'aborder les choses. La première, je vais commencer par le commencement, je vais commencer par la Genèse dans la Bible. Il y a un passage au tout début où Adam vient d'être créé, Dieu a créé les animaux, et il fait venir Adam et il lui dit tu vas nommer les animaux. Et Adam en appelle aux bêtes, hein, Vayikra à Adam Shemot, c'est-à-dire que. Et donc, Adam crie aux animaux des noms, ou il les interpelle, ou il en appelle à elles. En tout cas, c'est sur les bêtes qu'il lit les noms qu'il doit donner aux animaux, puisqu'il leur donne des noms qui sont dépendants de leurs caractéristiques. Et ça, je trouve ça merveilleux, l'idée que l'invention des noms d'animaux, elle vient non pas seulement de notre imaginaire, etc., mais elle vient de notre relation sensible et éthologique et comportementale avec eux. Hein. Et dans toutes les cultures, il y aura toujours des moyens d'expliquer pourquoi tel animal a tel nom. Hein. Tout simplement parce que ça vient d'une très très longue fréquentation. Donc moi, je suis très sensible à l'histoire, avec la grande histoire qui s'intègre dans les mots. Je suis très sensible à l'idée qu'on doit garder le temps encapsulé dans le langage, et qu'il faut absolument choyer cette longue durée de la temporalité qui nous relie non pas à notre époque actuelle, surmenée, malmenée par l'accélération, hein, comme dirait Atmod Rosa, par les écrans, par la vitesse à laquelle tout va. Mais je pense qu'on a absolument besoin de sédiments. On a absolument besoin d'une histoire qui nous porte par derrière nous. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être collé à cette histoire et qu'on ne doit pas l'interpréter et qu'on ne doit pas vouloir la transformer dans notre présent actuel si on n'est pas d'accord avec elle. Mais oublier que les animaux ont été nommés parce que ce sont finalement eux qui ont, par leur forme et leur parure et leur manière d'être, expliquer comment on devait les appeler, c'est fondamental. Et le deuxième aspect de la lecture comme animalité, j'allais dire, c'est l'idée qui a été déployée par Carlo Ginzburg dans un formidable article publié en 1980. Et Carlo Ginzburg fait une fiction anthropologique. Il imagine un chasseur accroupi dans la boue au néolithique, voilà, qui doit se nourrir en chassant. Et que fait ce chasseur, ou cette chasseresse peut-être? Eh bien, il lit les traces d'animaux à même le sol, il lit voilà, les reliques, les rebuts, les déchets, etc., tout ce que nous laissent les animaux. Et puis, à partir de là, ce chasseur ou cette chasseresse va se créer une histoire qui lui est racontée par un animal en fuite. Et je dirais que peut-être que mon livre, en réalité, il est parti, mais réellement, il est parti il y a 20 ans de cette idée-là. Il est parti de Maurice Genevoix et de la dernière Harde, de l'idée que dans la poursuite, dans la quête du Graal, la chasse, la quête de Moby Dick,
hein, que cette littérature qui est dans un mouvement, d'en aller avec l'animal, parfois jusqu'à que pour le tuer, pour le mettre à mort, et cetera, mais parfois pas. En tout cas, cette littérature qui est dans l'avancée avec l'animal, eh bien, elle s'écrit parce que les animaux nous écrivent des histoires et nous écrivent parfois même des faux textes, hein. Parce qu'évidemment, les lièvres, les, sangliers, les cerfs, et cetera, s'ils veulent survivre et ils ont intérêt à être super futés et à se transmettre, leur tradition, de parents à enfants, eh bien, s'ils veulent survivre, ils sont obligés d'écrire, de faire des leurres, de faire des ruses. Et la dernière arme, par exemple, de Maurice Genevoix, ou évidemment le très grand récit d'Herman Melville, Moby Dick, qui est une sorte de deuxième naissance du roman moderne, eh bien, c'est l'histoire d'animaux qui passent leur temps à leurrer ceux qui les poursuivent. Donc, ça peut être les lecteurs, ça peut être les écrivains qui essayent de les écrire. Voilà. Mais c'est eux qui ont inventé la narration, finalement. Je voulais accorder un peu une place à l'ensemble des façons que qu'on peut avoir pour, donner voix ou donner forme aux animaux. Voilà. Alors, il y a, depuis très, très longtemps, et Elisabeth Place est bien placée pour le savoir, j'allais dire, quand elle, travaille sur l'anthropomorphisme, notamment, au 19e siècle. Il me semble que, l'anthropomorphisme a mauvaise presse aujourd'hui. C'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter des sentiments, des affects et des concepts humains sur les animaux et, et de dire que, en fait, c'est une pure illusion. D'abord, je trouve ça idiot de penser que l'anthropomorphisme est tout le temps une tare, parce que n'importe quelle personne qui a un chat, un chien, un oiseau, etc. chez soi, ou qui fait du cheval, ou qui chasse, ou qui pêche, etc., ou qui travaille avec des animaux, hein, je pense aux chiens, aux chiens d'aveugle, aux policiers qui travaillent avec des chiens, etc., ils savent très bien que si, en tant qu'humains, ils ne projetaient pas ce qu'ils ont l'impression que l'animal ressent sur leur animal, eh bien, ils ne pourraient pas communiquer, hein. En réalité, nous nous trompons pas si souvent que ça quand nous pensons qu'un animal est en rage ou a peur, etc. La preuve qu'on se trompe rarement, c'est que quand un animal veut nous attaquer, je veux dire, on a quelque chose en nous qui sait très bien que c'est vrai. Et donc, on a un certain nombre de récits, effectivement, qui attribuent des affects ou des sentiments humains à des animaux, voire qui vont les faire parler. Et ça donne des dialogues extrêmement savoureux, par exemple chez Colette. Je pense aussi qu'il y a une forme de respect dans l'anthropomorphisme, qui est l'idée que l'animal, on le fait rentrer en quelque sorte dans l'imaginaire et dans la cité humaine, et on lui accorde la possibilité de souffrir, d'avoir des moments altruistes, etc. Il y a plusieurs sortes d'anthropomorphisme en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres écrivains et écrivaines qui vont au contraire conserver une distance extrêmement forte avec les animaux et à l'intérieur de leur œuvre, essayer de créer un langage qui permette de décentrer l'humain, de ne pas employer d'adjectifs ou de noms qui seraient trop connotés humains. Par exemple, Marie Darrieussecq a écrit notamment l'agonie d'un requin pèlerin qui est fondamentale, puisqu'elle elle essaye d'employer des adjectifs qui vont rendre compte des modes de sensorialité de ce requin pèlerin et non pas des modes de sensorialité humains. Et puis, voilà, on a tous un éventail comme ça qui va du dialogue de bêtes à laisser les bêtes là où elles sont. Et c'est aussi une forme de respect que de ne pas rentrer en contact avec elles, ce que fait Proust, par exemple, hein. Proust laisse les bêtes à distance, il les considère quasiment comme aussi différentes de nous que des éléments, des nuages, la mer, etc. Et je pense que c'est une belle façon aussi de laisser place à l'altérité que de lui laisser une très grande place. On peut l'accueillir, mais on peut aussi la laisser sur le seuil, pourquoi pas, du moment qu'elle est sur le seuil.
Oui, une des visées de mon livre, c'est, d'abord de restituer la pluralité et la diversité de l'ensemble des animaux, nous compris, hein, et d'essayer de montrer hem, que grâce aux autres animaux, finalement, on peut avoir un accès différent à nous en tant qu'humains. Et ça, ce sont les auteurs et les autrices qui me permettent, d'aller vers cette pluralité d'identités à l'intérieur de nous-mêmes. D'abord parce que nous sommes investis par beaucoup d'autres animaux au moment même où toutes deux nous sommes en train de parler, et puis parce que nous avons en nous des puissances métamorphiques extraordinaires, hein. C'est Proust c'est aussi pour ça que je suis partie de Proust d'une certaine manière, mais le tout début de la recherche du temps perdu, le narrateur est en train d'essayer de s'endormir et il fait des sauts dans le temps à l'intérieur de ses rêves et de ses multiples endormissements. Et au fur et à mesure qu'il remonte le temps, eh bien, il remonte jusqu'au temps biblique, hein, vous voyez, puisqu'il y a une Ève qui naît de sa cuisse. Et puis ensuite, il remonte jusqu'au temps préhistorique, puisqu'il est plus dénué qu'un homme des cavernes. Et ensuite, il remonte au temps animaux, puisque il est nu comme peut l'être un animal dans lequel ne frémit même pas ou à peine le sentiment de l'existence. Et ensuite, il va remonter encore plus loin, avant même la naissance, je dirais, euh, des vivants séparés les uns des autres. Donc, c'est extrêmement intéressant de se dire que nous avons des puissances psychiques en nous, que les grands écrivains, qui sont des sortes de psychopompes, qui sont des sortes de chamans, de grands prophètes ou de grands magiciens, voilà, ils nous permettent d'accéder à ces puissances-là. Je pense aussi à Giono, par exemple, chez Giono, les humains sont toujours les vrais humains, hein, ceux qui ne sont pas assis, rassis, ceux qui ne sont pas des hommes ou des femmes troncs, justement. Eh bien, les humains sont toujours hybrides, hein. On a, par exemple, dans Deux cavaliers de l'orage, hein, il y a tout déjà, hein. Il y a le cheval, il y a les hommes, il y a les éléments, etc. Eh bien, on a un homme qui est un homme cerf, on a un homme qui est un homme sanglier, on a évidemment les hommes chevaux avec ce thème du centaure qui passe son temps à traverser l'œuvre. Et on a, tu l'as vu, j'ai parlé de la femme qui naît dans la cuisse du narrateur de la recherche. Dans les Deux cavaliers de l'orage, on a tout un côté féminin d'un des deux personnages humains qui monte un cheval de façon donc très virile d'une certaine manière, mais en même temps, il y a un pan derrière lui qui va déployer sa parade. Et donc, il est hyper masculin d'une certaine manière, et en même temps, il est considéré, je dirais, euh, comme ayant toute une dimension féminine en lui. Et ça, je pense que c'est que les grands écrivains qui ont abordé la question animale se sont rendus compte que ça engageait l'ensemble de nos identités et que ça les multipliait. Autre chose aussi qui me semble très important, c'est que de très nombreux écrivains et écrivaines ont essayé de dévisager les animaux. Tout à l'heure, on parlait d'anthropomorphisme. Et donc, moi, je fais partie de celles et ceux, je ne suis pas la seule, hein, qui pensent que c'est une bonne façon d'entrer en contact avec les animaux que de leur parler comme si c'était des humains. D'ailleurs, ils nous comprennent bien souvent. Et en même temps, il y a une autre façon de les aborder qui est de les dévisager. C'est-à-dire que moi, je pense que quand, par exemple, je vois un chat derrière toi, quand on s'approche d'un chat, il ne regarde pas souvent notre visage, un petit peu pour voir où se dirige vaguement, voilà. Mais il passe son temps à se coller à nos mains. Moi, je dis que notre visage pour un chat, il n'est pas sur notre face, il est sur nos mains. Il a bien raison d'ailleurs, parce que les parties du corps que nous voyons le plus dans toute notre vie, hein, ce n'est pas notre visage, ce sont nos mains, hein. C'est la partie du corps qu'on connaît le mieux et que les animaux connaissent sans doute aussi le mieux. Et donc, moi, il me semble qu'il y a de très nombreux écrivains qui nous ont suggéré qu'une bonne façon d'entrer en contact avec les animaux, c'était de ne pas vouloir, par exemple, rencontrer leur regard. Hein, alors que pour plein d'animaux, les yeux, c'est pas très important. Ce qui est important, ça va être l'odorat, ça va être les ultrasons pour certains oiseaux migrateurs, ça va être des ondes magnétiques. Voilà. Donc, pour réenvisager correctement les animaux, il faut les dévisager au sens où il faut arrêter de se focaliser sur ce que nous appelons leur gueule. Voilà. C'était Barthes qui disait que le visage
que le super visage du chien est dans sa queue et je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que j'ai consacré tout un chapitre, aux noms d'oiseaux, hein. Quand on dit des noms d'oiseaux à quelqu'un, ce sont des injures, des insultes et cetera et j'ai consacré tout un chapitre donc à ces noms d'oiseaux, aux proverbes, aux locutions, figées, je ne sais pas, malin comme un singe, ça casse pas 3 pattes à un canard, tourner en rond dans son bocal comme un poisson rouge, être une tête de linotte, avoir des dents de requin, voilà, il y en a énormément, de ce type-là. Il y avait 2 choses. D'abord, il y a dans le proverbe et dans ces locutions quelque chose de magique et de merveilleux, qui est que là, tu retrouves mon attachement au temps et à l'idée que le langage contient le temps. C'est Xavier Boissel dans Capsule, qui parle de capsule de temps, hein. Et voilà, le langage est une capsule de temps et tout dépend ce qu'on en fait. Soit on le maltraite et on maltraite aussi des traditions, des savoirs qui ont traversé entre les lignes de la philosophie classique, entre les lignes des sciences expérimentales, des vivisections d'animaux à la Claude Bernard, etc. Et donc, ces proverbes nous permettent de nous relier au Moyen Âge, à la Renaissance, à des moments où le christianisme, le courant dominant du christianisme en tout cas, n'avait pas encore complètement éradiqué des savoirs et des fréquentations ancestraux des animaux. Tête de linotte ou la chanson sur l'alouette, etc., nous racontent évidemment tout un monde qui n'était pas un monde coupé du monde sensible. Et puis, il y a certaines expressions lexicalisées qui viennent enfermer les animaux dans un être sans innovation. Or, le meilleur instinct qu'ont les animaux, c'est l'instinct de se transformer, c'est l'instinct d'innovation. Si un animal n'innove pas dans le monde, que ce soit le monde de la chasse et de la prédation ou le monde d'aujourd'hui, eh ben, il ne peut pas survivre. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a plein d'espèces animales qui sont venues d'autres pays ou qui ont d'autres espèces qui étaient dans notre pays ou dans telle ou telle région, mais qui en ont évincé d'autres, eh bien, c'était des espèces qui ont pu innover dans leur champ, j'allais dire. Euh, donc, dans ces expressions, parfois les animaux sont enfermés voilà, dans un seul mode de comportement. Et puis surtout, il y avait l'idée que ces expressions, elles animalisent l'humain. Et donc, qu'à partir de proverbes ou d'expressions lexicalisées animales, on a enfermé les humains, que ce soit là, guenon autantote, hein, que ce soit les Arabes au moment de la colonisation qui a été comparés à des rats, que ce soit les juifs qui étaient comparés à de la vermine et qui ont été exterminés par un insecticide. Euh, je me suis dit qu'il était important de voir un petit peu dans la littérature comment les écrivains jouaient le jeu de cette histoire-là, hein, collaborer avec cette histoire-là, ou au contraire s'insurger contre elle. Alors ceux qui s'insurgent contre elle, on a Proust par exemple dans un passage extraordinaire où on a un personnage à la recherche du temps perdu qui va avoir un zoo humain et elle voit sans doute un cynghalais en réalité et elle lui dit bonjour négro et lui il lui répond moi négro mais toi chameau. Donc ça c'est extraordinaire, d'autant que c'est André Benaïm, un collègue à moi, qui a montré que Proust avait véritablement assisté à une scène de ce genre, mais dans les années 1914-1915, puisque ça devait être sans doute un tirailleur marocain ou sénégalais qui s'est vu traiter de négro et il a répliqué ça. Voilà. Donc on voit à quel point Proust là prend un parti politique pour déconstruire finalement les expressions lexicalisées. Et puis au contraire, dans ce chapitre, je parle aussi de Céline et de sa façon de transformer le juif en ornithorynque, c'est-à-dire en un animal hybride composé de parties différentes, qui rampe, qui va partout, qui est rapide, etc. Et donc c'est une manière, en pleine Seconde Guerre mondiale, de faire en sorte que la littérature joue un rôle crucial et majeur, puisque Bagatelle pour un massacre a été un best-seller en son temps, dans l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est.
l'idée de placer la zoopoétique, heu, je dirais voilà, dans le compas de ces deux auteurs-là me plaît évidemment beaucoup. D'une part parce que je dirais il y a la disparition aussi chez Pérec, hein. Celui qui joue avec les lettres de son nom, puisqu'il fait disparaître le E dans un livre qui s'appelle La disparition, qui n'est écrit qu'avec des consonnes et des voyelles, toutes les consonnes, toutes les voyelles, sauf le E. E qui est aussi celui du père, de la mère, etc., qui ont été tous les deux. L'un a été tué sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale et la deuxième a été déportée. Et donc, il me semble qu'il y a chez Pérec l'idée que le langage peut intégrer dans sa propre expression l'abîme de la disparition, et on vit aujourd'hui une sixième extinction des espèces liée aux activités humaines, qui fait qu'on doit inventer, comme le dit Jean-Christophe Cavalin, de nouveaux récits et aussi une nouvelle syntaxe, hein, une nouvelle façon peut-être de nous rapporter au langage pour rendre compte de cela. Et puis, il y a toute la loufoquerie, l'humour, la profusion, le délire, mais le délire savant à la fois de Pérec, qui déclasse en classant, je dirais, et de Borges, qui fait une encyclopédie des animaux chinoises absolument drôlatique, où dans cette encyclopédie qui est classée par A, B, C, D, E, F, G, etc., eh bien, on a toutes sortes d'animaux, y compris des animaux fantasmatiques, y compris des animaux qui n'existent pas. Voilà. Et je pense que c'est important aussi de se dire que si on veut parler des animaux réels, on doit aussi parler des animaux qui n'existent pas, des animaux fabuleux, des animaux qu'on a dans nos mythes, des animaux qu'on a dans dans nos grands récits, des animaux qu'on a dans la nuit de nos rêves. Et ça, évidemment, c'est extrêmement fondamental pour comprendre que la zoopoétique, c'est pas seulement en revenir aux bêtes mêmes, même s'il a absolument fallu, il y a 10 ans environ, se dire que nous voulions prendre, et je dis nous, avec les collègues de ce programme, hein, que ce soit André Benaïm, Alain Romestin, Alain Schaffner, Jean-Marie Schaeffer, il y avait Eliane Dalmolin, voilà. On souhaitait réellement revenir à l'idée que la littérature est capable d'exprimer les animaux réels. Et il y a aussi toute cette frange onirique qui, à mon avis, fait que la zoopoétique peut jouer son rôle en transformant nos imaginaires, et en transformant nos imaginaires, peut-être nous amener à voir un peu autrement le monde et à imaginer des façons de se rapporter au monde qui soient un peu différentes. Je pense que tout mon livre est politique. Est-ce qu'il est militant? Il est politique. Et il y a tout un chapitre sur l'objectalisation du vivant aujourd'hui, sur le fait qu'on transforme les animaux en objets, notamment euh, euh, dans une certaine forme dans l'industrie agroalimentaire, hein, sur lequel je compte écrire un livre à part entière, hein, sur les représentations de l'élevage industriel en littérature, parce qu'il y a des enjeux énormes. Donc, ce qu'il est important de comprendre en quoi il est militant ou politique, c'est que, évidemment, que c'est très important pour moi d'aller voir dans des romans à thèse. D'accord. Et romans à thèse, on a souvent l'impression que c'est pas des bons romans. C'est pas vrai, hein. Chez Delamo, chez Message, on a des romans engagés qui sont qui portent des messages, mais qui en même temps font la part de l'imaginaire, du rêve, etc., hein. Alors, il est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à politiser, non pas forcément sur des récits d'alerte, sur des récits apocalyptiques ou sur des romans à thèse. J'ai par exemple du mal avec Cozzi et Elisabeth Costello, parce que je trouve que les ficelles narratives sont trop, contrairement à Del Amo justement et à Message, elles sont trop grosses, hein. On a une femme qui est une universitaire qui décide de faire des conférences sur la cause animale. Donc moi, je n'arrive absolument pas à rentrer dans ce récit qui est finalement une espèce de mise en fiction d'un militantisme pour la cause animale. Alors moi, je suis tout à fait pour que les animaux ne souffrent pas, mais en tant que littéraire, je pense que
on va aller beaucoup plus loin et on va aller beaucoup plus fort si c'est la syntaxe elle-même qu'on prend en compte et si c'est la langue elle-même qu'on rend politique. Alors c'est pour ça que de faire un livre en zoopoétique, c'est aussi faire de la zoopolitique parce qu'il s'agit à travers le langage qui est notre sécrétion, qui est une caractéristique d'espèce. Nous sommes un animal particulier. Et parmi nos caractéristiques, que nous partageons d'ailleurs avec certains autres animaux, il y a ce langage, mais porté à un degré qui nous rend très différents des autres animaux, au moins pour ce point-là. Eh bien, donc moi j'ai moins tendance à aller voir les récits à thèse et les messages qu'ils véhiculent que d'essayer de me dire que, par exemple, quand on valorise l'adjectif, hein, la littérature, la poésie, très souvent, pas tout le temps, mais c'est très bien. Voilà. Quand elle valorise l'adjectif, elle valorise des petits mots. Elle valorise des petits mots qui sont des mots sensibles, qui ne sont pas forcément hyper utiles. On vous dit toujours, quand vous êtes à l'école, un adjectif, on peut l'enlever. Bon, ben, vous pouvez l'enlever. Le verbe, on ne peut pas l'enlever. Le sujet, le nom, on ne peut pas l'enlever. Mais on peut enlever les adverbes, on peut enlever les adjectifs. Bah, si vous enlevez les adjectifs et si vous enlevez les adverbes, vous enlevez les adverbes de temps et de lieu, vous enlevez l'espace-temps et vous enlevez le monde sensible, puisque les adjectifs, c'est tout ce qui vient qualifier, on parle de l'adjectif qualificatif, c'est ce qui vient qualifier la vie. Si vous ne gardez que les noms et que les verbes, eh ben vous êtes dans le monde des essences, c'est-à-dire un monde qui n'existe pas. C'est un monde qui est inventé. Et donc, euh, je suis complètement Jean-Christophe Bailly quand il parle des infinitifs, des lignes errantes des infinitifs, et qui dit que finalement les animaux conjuguent les verbes en silence parce qu'ils ont des manières d'être qui portent la forme de verbe en quelque sorte. Ils incarnent le verbe, ils incarnent l'animation, ils incarnent l'action et le mouvement. Et ça, je trouve ça magnifique. Mais moi, je dis, on ne peut pas être que dans une pensée verbale, il faut être aussi dans une pensée adjectivale, une pensée avec des petits mots. Et je pense que nous sommes à une époque, on en a tous et toutes conscientes, que c'est par des petites actions, par des micro-résistances, entre autres, qu'on va pouvoir transformer la relation que nous avons au monde vivant. Et les adjectifs font partie de ces micro-résistances, j'allais dire. Et de la beauté du monde. Une écologie sans poésie, une écologie qui bousille les paysages, une écologie qui ne prend pas, qui ne laisse pas à la nature une possibilité de se transformer, d'évoluer, etc., sous prétexte que ces paysages peuvent nous être utiles, qu'est-ce que c'est que ça? Toute nomination n'est pas domination. Hein. On peut interpréter le passage où Adam impose des noms aux animaux comme une domination. Hein. D'ailleurs, il y a certaines traductions qui disent il imposa des noms aux animaux, et on peut se dire que c'est les enfermer dans le langage. Moi, ce que je dis, au contraire, c'est nouveau mot, nouveau monde. Chaque fois qu'un écrivain ou une écrivaine nous lance, en quelque sorte, à la poursuite d'un animal avec une profusion de noms, de verbes, d'adjectifs, etc., il nous déploie tout un monde qui n'existerait pas pour nous sans cet animal-là. Alors, comment faire pour que la littérature et que le style n'enferment pas les animaux dans notre langage humain? Eh bien, c'est compliqué. C'est ce que George Steiner appelle l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'il faut s'extraterritorialiser de soi-même. Hein, ce que Deleuze et Guattari dans Mille plateaux appelaient aussi la déterritorialisation, c'est-à-dire essayer de nous, ce que j'appelle faire un pas de côté, de nous décentrer, voilà, à travers la langue et dans la langue, en les employant autrement, en répartissant les verbes, les noms de façon différente. C'est toute la tâche aussi et la merveilleuse capacité de la poésie à dessiner des animaux sur l'espace d'une page avec les calligraphies. Je pense aussi au travail de Fabienne Raffos sur les oiseaux, hein, où elle va donner des noms d'oiseaux dans toutes les langues en les disposant d'une certaine façon sur l'espace de la page, où elle va mettre en comparaison l'humain avec d'autres espèces, d'accord? Et c'est dans ce balancement qui va être extrêmement clair sur l'espace de la page qu'on va pouvoir décentrer notre rapport au monde. Le langage n'est pas mauvais ou bon en soi. Il y a des usages
et des mésusages du langage. Et je pense que les grands écrivains et les grandes écrivaines sont ceux et celles qui ont la capacité à distordre la syntaxe de façon parfois pas forcément épique, pas forcément grandiose. Je pense par exemple à une autrice que j'aborde dans un chapitre, et je tenais à ce qu'il y ait un chapitre sur elle, c'est Béatrice Beck. Alors elle dit, Béatrice Beck, on la connaît souvent pour Léon Morin, prêtre. Le titre ne fait pas hyper envie. Elle, a- elle avait des titres comme ça, des titres un peu minimaux, modestes, qui correspondaient beaucoup à ce qu'elle était aussi, à une certaine forme d'humour ras des pâquerettes, elle dirait. Hein, au ras de la terre. Et son humour au ras de la terre, hein, il est extraordinaire, parce que quand on est au ras de la terre, on voit toutes les petites bêtes, on voit tout d'un coup un petit lézard ou un petit mulot qui va se débattre comme le roi Arnaud. Et donc, elle a une manière de rejoindre une infra-animalité, une petite animalité modeste, campagnarde, etc., de l'intégrer en littérature et de lui donner droit de cité. Et donc ça, moi, ça me semble aussi important, hein, qu'on ne soit pas toujours, comme dirait Angélibert, dans les royaumes de l'Apocalypse, hein, dans, dans l'idée que la littérature, elle ne pourrait nous donner accès au monde animal que dans la sauvagerie, dans la démesure, etc. Ce qui est évidemment moi, quelque chose qui me parle, qui me plaît, qui m'emporte, etc. Parce que ça démultiplie toutes mes puissances intérieures, hein, ça crée une cohorte de démons animaux en moi-même qui à la fois m'épouvante et m'extasie. Mais j'adore aussi tous les écrivains qui vont nous emmener vers ce que j'appelle des non-sujets, la campagne, la ruralité. Il y a eu un collectif d'Alain Romestin sur ce sujet-là. L'idée qu'il y a aujourd'hui des écrivains comme Jean Tassard, comme Marie-Hélène Lafon, qui vont aller nous parler de lieux qui jusqu'à présent étaient un peu déconsidérés en littérature. Et Pierre Sconges l'a bien montré dans Le Mur des abeilles sur littérature et écologie, à savoir que les écrivains sont ceux qui peuvent aussi redonner des lettres de noblesse littéraire à des sujets qui semblent pas littéraires au départ, comme la campagne ou de mon côté l'élevage industriel, par exemple. Effectivement, il y a toute cette première partie qui s'appelle Histoire de souffle, hein, histoire au pluriel de souffle avec un S au bout, qui était importante pour moi parce que je dirais que je suis passée là entre les lignes d'essais de collègues ou de penseurs qui ont été importants pour moi. J'en ai cité tout à l'heure, mais on pourrait ajouter par exemple David Abraham qui a été très important. Et puis, dans cette partie, j'entrelace tout cela avec de nombreux poèmes de Supervielle, de Saint-Jean-Perse, ou des passages que je trouve hilarants d'Éric Chevillard. Hein. Et tout ça, ça me semble important parce que, de même que Éric Chevillard, dans Palafox et dans d'autres textes, nous présente des animaux un peu particuliers, puisque c'est des animaux qui sont tellement métamorphiques qu'on ne sait jamais à quel animal on a affaire. Voilà. Et bien de même, j'avais envie d'entrelacer différents genres qui nous permettent de penser le monde, et la littérature est aussi ce qui nous permet de penser le monde, et finalement de ne pas faire de différence majeure entre deux vers de Saint-Jean-Perse qui nous parlent des grandes stances et des grands souffles maritimes et des oiseaux et de la mouette qui vole sur son air à ce moment-là. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pas simplement de nous parler d'un paysage marin, mais d'une situation historique et politique, celle de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, des essais. J'ai été accompagnée notamment par Adolphe Portmann, par Wexkull, Jacob von Wexkull, par d'autres, par Darwin évidemment, donc par des éthologues, des spécialistes du comportement animal, qui m'ont beaucoup appris, hein. Notamment Adolphe Portmann, hein, pour lequel la parure animale, c'est quelque chose d'essentiel. Et tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que on ne peut pas avoir qu'une écologie utilitariste. La beauté et ce que moi j'appelle la grâce, en fait,
hein. Les animaux, les éléments, ce sont des formes de grâce parce que c'est des formes qui parlent à ce qu'il y a de, 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 peut-être de moins humain en nous, de moins culturel, de moins. Et je pense que cette grâce-là, on doit absolument la choyer, voilà, et lui laisser la place. Laryngoscopie du littéraire. Alors moi, ma façon de dire, c'est de dire que avec la zoopoétique, les bibliothèques se mettent à grouiller, à frémir, à feuler, à crier, à ululer, à rugir, etc. Et euh, que donc le cri des bêtes, hein, en quelque sorte, vient s'intégrer dans l'ordre du symbolique et dans l'ordre du logos, pour le rendre sensible et pour lui donner un sens. Un langage qui tourne sur lui-même, une littérature qui se prend comme objet elle-même et qui n'a l'art pour l'art, etc., qui n'a pour unique intérêt que de s'auto-commenter, c'est évidemment terrible. Et Jean-Christophe parle de texte et de contexte, et moi je le dis autrement, finalement, à savoir que le monde sensible et le monde des vivants est intrinsèquement relié au monde des lignes et au monde des signes. Parce que peut-être que les humains, on a besoin de quelques lignes pour inscrire nos signes, mais ce ne sont pas des lignes droites, justement. Et là, évidemment, je suis très proche de l'anthropologue Tim Ingold, hein, qui a bien, très, très bien montré que les vivants et les humains, dans une vie qui est une vie digne d'être vécue, ils vivent dans des lignes obliques, des lignes entrelacées, des lignes complexes, des lignes qui font des nœuds, qui font des maillages, comme dirait aussi Anna Tsing, et que finalement la ligne droite, c'est le moyen le plus court pour accéder à la mort, hein. Donc, si j'essaye de comprendre un petit peu et de reprendre la remarque de Jean-Christophe Cavalin, ce qui me semble très important et ce qu'il a senti, c'est que pour restituer des modes d'êtres animaux, on n'a pas toujours besoin de décrire visuellement dans une phrase, euh, euh, et de décrire un animal de façon visuelle. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir rendre compte de sa façon d'être, de sa vitesse, de l'intensité de sa présence, de la fascination que nous laisse le fait qu'au moment où on croit qu'il est à côté de nous, il est déjà ailleurs. Et ça, c'est une phrase de Béatrice Beck à propos de son chat que nous avons tous expérimenté. On croit l'avoir dans les jambes et en fait, il est déjà dans le jardin, hein. Et donc, la littérature, elle a cette capacité-là à, grâce à des signes, grâce à des mots, euh, à nous faire entrer dans des vitesses et des espaces-temps différents. Et j'ai été très sensible à ce que dit Marguerite Duras dans Écrire. Vous vous rendez compte, elle écrit un livre qui s'appelle Écrire. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit la mort d'une mouche. C'est-à-dire que ce qui est important pour elle dans ce texte, c'est de rendre compte d'un moment qu'elle dit très long, compris dans mon souvenir entre 6 et 8 minutes, où elle assiste à l'agonie non pas d'une mouche, mais de cette mouche-là. Et là, on sent la phénoménologie derrière, on sent toute une philosophie de la présence et de l'incarnation qui est derrière, hein. Et l'idée que la littérature, elle doit aussi apprendre à rendre compte d'espaces-temps qui ne sont pas les nôtres. Et de même que je disais qu'on doit dévisager les animaux pour aller les considérer autrement et les écrire autrement, de même, il me semble que le grand apport de la littérature, c'est de nous faire accéder à des façons d'envisager la temporalité qui sont radicalement différentes des nôtres, hein. Et donc les signes, c'est ce qui nous permet finalement de nous déstabiliser et de nous rendre bancal par rapport à des façons d'être humaines qui sont toujours des façons d'être culturelles. Et on est malheureusement maintenant dans un Occident, comme je disais, oxydé, qui est on a tendance à tout vouloir catégoriser, classer, etc. Et heureusement, l'inventivité euh, des écrivains et des écrivaines avec les signes fait que
On a aussi encore cette capacité-là. C'est une très belle lecture, hein. Je rappelle que le zoon en grec, soit ça définit l'animé, ce qui est en mouvement, soit ça définit l'être vivant. D'accord. Donc le zoon, c'est ce qui nous a donné l'animus, l'anima en latin, qui nous a donné âme et animal. Et donc on est vraiment dans l'idée que en se reconnectant avec l'animal, on se reconnecte avec des âmes qui sont euh, des passeuses vers des mondes différents du nôtre et des mondes hyper vivants. Et donc, c'est peut-être là une des petites puissances de la littérature, c'est de nous rappeler à quel point ces mondes sont à nos portes et sont des mondes fragiles, hein. Alors, la littérature ne peut pas énormément, je dirais, contre le capitalisme et contre le fétichisme de la marchandise, mais si elle peut déjà enrichir nos imaginaires et nous rappeler que les animaux sont extrêmement diversifiés et que ce sont pas simplement qu'il faut pas simplement envisager l'animal comme un être souffrant, l'animal euh, comme étant une victime qu'on doit défendre, mais aussi comme ce qui à nous permet de sortir d'un monde dans lequel on est encastré, d'un monde dans lequel on s'est auto-enfermé. Hein, je dis souvent que sans la littérature animale et sans les animaux, on serait enfermé dans le studio de l'humain, et Dieu sait qu'on est aujourd'hui enfermé dans des studios. Eh bien, il me semble que cette littérature, effectivement, par son souffle, hein, par ses rythmes, hein, par ses intensités, elle nous permet de sortir du fétichisme de la marchandise, hein. Parce que chaque roman, chaque poème qui vient singulariser un animal, qui vient en faire un être à la première personne, eh bien, elle nous fait sortir justement de ce qui est l'enfer de l'agroalimentaire, à savoir la reproductibilité à l'infini d'animaux qui seraient tous les mêmes, des animaux clonés, mais dont on oublie que chacun d'entre lui ou d'entre elles est un animal ou une bête réelle dans le moment où, dans les 180 jours, comme dirait Isabelle Sorante, entre sa naissance et sa mort, pour parler des porcs, ou les 2,5 kilos de Gilles Bartholin à propos des poulets. Et donc, la littérature qui vient dénoncer ce type d'action, il me semble que c'est une littérature qui nous permet de nous aérer et, je l'espère, d'aérer avec nous l'arche, de la réouvrir. Oui, oui. Euh, Si on extermine l'ensemble, enfin, énormément d'espèces comme on est en train de le faire, et qu'on ne garde que les espèces qui nous sont utiles ou pratiques ou adaptées à nos petits studios mentaux, eh bien, on va vivre dans des studios mentaux. On le sait tous et tout à quel point il suffit d'une bête à l'intérieur, dans nos intérieurs, dans nos maisons, pour nous rendre compte d'un coup que nous ne sommes pas chez nous, hein. Soit pour le meilleur, hein, quand par exemple on a des animaux comme un chien ou un chat qui viennent nous entraîner nous réconforter au moment où nous n'allons pas bien, par exemple. Soit quand nous avons une invasion de punaises de lit ou de souris qu'on n'arrive plus à gérer, et on a un effroi. C'est Jean-Christophe Cavalin qui parle de la peur beaucoup dans Vallée Noire, dans son dernier livre. Et ça me semble fondamental. Il faut absolument que les humains, nous ayons de nouveau accès à cet affect démesuré, plus grand que nous, qu'est l'effroi. L'effroi panique. Euh, c'est pas de la petite peur de rien du tout, c'est simplement euh, avoir de nouveau conscience que nous sommes des petits êtres sur un immense organisme beaucoup plus vaste que nous et beaucoup plus interconnecté. Je pense aussi à Val Plumwood, l'écoféministe australienne,
qui explique comment elle a failli être dévorée par un crocodile. Hein, on retrouve le crocodile de la couverture du livre. Et elle explique à quel point, au moment même où elle allait être dévorée par ce crocodile qui l'a saisie, qui l'a entraînée dans l'eau, etc., elle était scandalisée. Elle était scandalisée. Il y avait une faute éthique de la part de ce crocodile de vouloir la transformer en viande, en quelque sorte. J'ai vraiment essayé de rendre compte de l'ensemble des relations que nous avons avec les animaux, y compris tout ce qui est effroi, entre-dévoration, tout ce qui concerne aussi la vermine et la peur et la fascination qu'on peut avoir pour elle. Et donc, il y a une chose qui est sûre, si, si on continue à faire disparaître les espèces dans le monde réel, et ben avec elles vont disparaître tous ces mondes. Hein, à chaque espèce, sans Laurent-Houtan, dit Éric Chevillard, sans Laurent-Houtan, on n'a plus la langue, la large envergure des bras, et cette capacité qu'il a d'avoir un rapport au monde un peu différent du nôtre, mais pas beaucoup, mais qui fait qu'on a un autre accès au monde quand on voit un orang-outan. Eh bien, si on perd ces animaux, voilà, on perd tout l'imaginaire et tous les espaces-temps qui vont avec. Mais je dis aussi que il faut choyer la littérature et ça me semble important d'ouvrir la bibliothèque, à savoir que euh, ce qui- les licornes, les dragons de feu, les phénix, euh, les léviathans, les béhémoths, les zouzes, tout ça, c'était tout c'est je pense aussi à l'oiseau roc, hein, d'accord. Tous ces animaux-là, ils importent aussi parce que ils viennent nous dire quelque chose du monde vivant, alors même que ce sont des animaux que nous disons fictifs, mais que dans la Mésopotamie antique ou dans l'Arabie du Moyen Âge ou dans la Grèce antique, eh bien, on avait tendance, ou le Moyen Âge français, on prenait pour des animaux réels. Hein. Quand on lit le bestiaire du Moyen Âge dit bestiaire d'Ashmol, eh bien, dans ce bestiaire qui est une sorte d'encyclopédie sur les animaux avec des moralités chrétiennes, etc., il y a des animaux comme la licorne ou le phénix, d'accord, qui sont considérés comme des animaux réels. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le mythe et le langage, le mythos et le logos ne s'opposaient pas. Ils étaient entremêlés. Et j'espère avoir réussi un tout petit peu à faire sentir ça. Est-ce que je vais opposer le pneuma, le souffle, au logos, le langage? Je vais plutôt les imbriquer, essayer de me dire qu'il n'y a pas de langage sans souffle. Est-ce que je vais distinguer l'écrit et l'oral? J'en suis pas sûre. Hein. Je le dis à un moment à la suite d'Italo Calvino et de plein d'autres, que pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires, la lecture a été une lecture à voix haute ou à voix basse, mais en tout cas a été une lecture prononcée. Et qu'il était même indécent et dangereux, c'est pas faux d'ailleurs, de lire seul. Et il y a des traditions d'ailleurs où on ne doit pas lire les textes seuls, il faut toujours les lire à deux pour pouvoir dialoguer en même temps qu'on lit. C'est par exemple l'herméneutique juive, normalement, on doit la pratiquer en groupe pour qu'il y ait toujours une autre voix que notre petite voix intérieure quand on est en train de lire un livre, on est en train de l'interpréter avec notre cerveau, notre façon d'être, etc. Et donc, j'aurais tendance à ne pas distinguer l'écrit de l'oral, en ce sens où, bah, d'abord, on avait, avant cette pandémie, mais on l'a encore grâce d'ailleurs aux écrans, paradoxalement, des gens de théâtre, des gens de radio, des initiatives de partout qui nous lisent des textes, hein, qui nous les chantent. Je pense à tout le théâtre de Valère Novarina, qui est évidemment fondamental dans mon livre, avec Valère Novarina, qui montre à quel point le souffle et la création sont intrinsèquement liés. Je ne vais pas abandonner le logos, je ne vais pas abandonner le langage, mais il faut absolument qu'il soit réinsufflé, je dirais, par l'archaïque, par le rêve, par
parce que Jean Giono appelle le nocturne, par des formes de sauvagerie, et puis tout simplement par le désir de la vie, par la pulsion de vie. Ici, des écrivains qui gueulent leurs livres, c'est Flaubert avec le gueuloir, d'accord, ou Albert Cohen qui dictait ses livres, hein. Et il y a toute cette chair des livres. Pense à Proust, hein, avec, où il a des papiers comme ça, et puis il découpe des bouts de papier pour les coller, parce qu'à l'époque, il n'avait pas un ordinateur, et où pouvait, donc il fallait absolument qu'il mette des bouts de papier à l'intérieur de phrases. Et donc, il y a toute une chair, finalement, des livres qu'on oublie, hein. Et je fais tout un passage, d'ailleurs, dans mon livre sur l'animalité des livres, hein, le vélin, les encres, voilà, le fait que, que nous vivons, que notre imaginaire est un imaginaire peuplé d'animalité, mais d'animalité réelle, pas d'animalité simplement symbolique. J'ai hésité d'ailleurs à en mettre davantage. Je ne sais pas que j'ai hésité consciemment, mais je crois que ce livre, il est habité d'une part par l'histoire, la grande histoire dans laquelle nous sommes entraînés, mais nous avons tous des histoires différentes politiques. Et je crois que je suis extrêmement sensible à tout ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité historique et politique. Et puis, il y a aussi le fait que les animaux m'accompagnent pour moi depuis l'enfance. Je me souviens que quand j'ai passé mon oral au CNRS en 2001 pour être recrutée, j'ai parlé pendant les 20 minutes donc d'Aristote, de la phénoménologie de Merleau-Ponty, etc. Voilà. Et à la fin, j'avais un très beau jury qui m'a dit: mais pourquoi vous voulez travailler sur les animaux en littérature? Je leur dis: ça fait 20 minutes et une demi-heure qu'on s'entretient sur le sujet, mais je leur dis: en réalité, c'est parce que j'ai une très grande tendresse pour les animaux. Et je suis ressortie en me disant, je me suis ridiculisée. Et en fait, je crois qu'ils ont été extrêmement sensibles à ça, et donc ça m'a touchée. Cette idée que, et les enfants le savent très bien, les animaux sont ce vers quoi nous nous dirigeons dès l'enfance. Et les enfants ne se dirigent pas vers les lions, les éléphants, les grosses bêtes quand vous allez au zoo avec eux. Euh, à ce qu'on appelait le zoo de Vincennes et qui s'appelle maintenant le parc zoologique de Paris. C'est terrible. Si ça aussi, c'est pas des langages à sauver, hein. Eh bien, les enfants, ils vont vers les petites bêtes dans ces zoos. Et je pense que nous pouvons nous projeter en eux tout simplement parce que avant, non pas l'acquisition du langage, mais avant la construction des grilles culturelles et de leur fossilisation et leur sédimentation, il y a une communication et un ressenti intuitif des éléments et des animaux. Et pour moi, ça a été, je dirais même salvateur. Donc oui, oui, pour ces biographèmes à l'intérieur d'une bête entre les lignes. Pour tout dire, pour le petit, le carnivore qui se love dans les cheveux de la femme qui écrit l'introduction d'Une bête entre les lignes, eh bien, ce ne sont pas mes cheveux, ce sont ceux d'une amie. Je suis allergique aux chats, je rêve. Alors, je n'ai pas des chats. Des chats traversent un jardin que j'adore et m'adoptent en quelque sorte. Et donc, ils restent tout le temps dans le jardin. J'ai des relations extraordinaires avec eux, à la fois distancées et proches. Et c'est une amie qui m'a expliqué un jour comment son chat, et ça me fait rêver parce que ça m'est impossible d'accéder à ce bonheur-là, comment tous les matins son chat se met dans sa chevelure avec ses pattes, avec ses petits coussinets, et se crée un terrier ou un oreiller dans sa chevelure. Et voilà, ça c'est quelque chose dont je rêve et auquel je n'ai pas accès, sauf par la littérature et l'écriture. C'est amusant parce que, évidemment, j'ai très souvent signé mes mails Anne avec un accent circonflexe.
accent circonflexe que j'aime beaucoup dans la langue française. Il y a, l'âne comme animal, oui, 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 je suis ravie de pouvoir être comparée à l'ânesse de Balaam, de pouvoir être comparée à l'âne du crapaud, de Victor Hugo, hem, de pouvoir être comparée, voilà, à cette, âne qui a une, relation, je dirais, intuitive hein, avec le divin. En tout cas, c'est ce que nous dit Hugo, et avec la compassion, pour, ce qui nous ressemble le moins ou peut-être ce qui nous ressemble le plus, à savoir le crapaud, hein. Donc ça me va très bien de ressembler, à cet âne-là et à l'âne Balthazar, hein, qui, vit, l'histoire et qui vit une vie erratique sans toujours savoir, de quoi le demain sera fait. Et dans cette vie, d'errance entre, différentes formes animales hein, ou différents ânes hein, au fil des siècles, ça me va, je m'y retrouve, je dirais.